Pour nous, c'était important de donner la parole à des camarades qui défendent la cause palestinienne et des camarades qui résistent actuellement au Kurdistan, que ce soit contre Erdogan, l'État islamique ou la dictature d'Assad, pour expliquer que l'internationalisme, pour nous, ça a des conséquences politiques. Et on aimerait lancer cet appel fraternel à toutes les forces de la gauche radicale, sociale et politique. Être internationaliste, ça veut donc dire être anti-impérialiste. Et être anti-impérialiste, camarades, ça veut dire lutter contre la politique des États-Unis, contre la politique d'occupation d'Israël, mais ça veut dire aussi lutter contre l'impérialisme français, de son gouvernement, de son État, quelles que soient les équipes gouvernementales qui se relaient au jour le jour. Et pour nous, c'était important de justement donner cette dimension internationale, je dirais pour sortir quelques instants de l'espèce de tunnel politique dans lequel la classe politique essaye de nous emmener depuis le début de cet été, qui est un tunnel sécuritaire, réactionnaire, raciste, et qui est un tunnel qu'on voudrait nous imposer jusqu'en 2017, visiblement. Donc c'est important de rappeler quelques fondamentaux pour essayer justement de sortir de cette ambiance un petit peu moisie, un petit peu pourrie et franchement désagréable. On a eu depuis le début de cet été une instrumentalisation sordide des événements et des attentats qui embêtent à chaque fois nos villes et beaucoup d'entre nous. Quand je dis sordide, je pense par exemple à M. Hollande, qui quelques heures, je dis bien quelques heures après ce qui s'est passé à Nice, alors qu'il n'y a aucun élément concret qui permet de dire quoi que ce soit, se permet, rappelez-vous, de dire, en guise de réponse politique, il faudra bombarder un peu plus en Irak. Alors c'est un sujet compliqué, ce qui embête actuellement le territoire. Mais il y a un truc qui est clair, c'est que toutes les interventions impérialistes françaises, elles ne feront jamais partie de la solution parce que depuis le début, elles font partie du problème. Il faut arrêter les guerres dans ces pays-là. Il faut retirer nos troupes et peut-être qu'on pourra discuter de façon un petit peu différente de ce qu'on peut faire en termes de paix sur notre territoire. Et puis il y a eu quelque chose d'absolument nauséabond. Et je voudrais quand même en dire quelques mots. C'est le climat islamophobe qui est développé comme jamais dans la classe politique française et par une partie des médias. Je dis bien comme jamais. Je dis bien comme jamais parce que c'est pas tout à fait nouveau. Mais là, on est en train d'atteindre des sommets. Je dis bien des sommets. On a une affaire du Burkini qui nous a occupés pendant des semaines avec des islamophobes qui se sont lâchés et qui se lâcheront encore. On a eu dans certaines presses des accusations sordides. Quand on voit par exemple que Charlie Hebdo se croit autorisé à faire un dessin où Louis Plenel tient à la laisse et de faire Kouachi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui, dans la gauche sociale ou politique, s'opposent à l'islamophobie seraient complices de l'État islamique. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est plus qu'inacceptable. Et on luttera toujours contre ça. L'islamophobie, dans quelques mois, ce sera quoi? Ce sera l'islamophobie fait du ski. On va nous trouver, je sais pas, la burqa sur les pistes de neige. On va nous amuser avec ce type de discours qui n'a qu'une seule fonction, opposer les uns aux autres. C'est dangereux, camarades, ce qui est en train de se passer. Parce que je le dis en marrant, mais je ne devrais même pas. Parce qu'au quotidien, on sait ce que ça signifie. Dans les entreprises, dans nos discussions de famille, dans les quartiers, tout le monde se regarde de façon suspecte. Tout le monde est en train de se dire, ça peut plus être mon camarade, ça peut plus être mon frère, ça peut plus être ma soeur. C'est ça le problème. Et diviser pour mieux régner, ils savent le faire. Et l'islamophobie, ça a une autre nature, il va peut-être falloir en discuter une bonne fois pour tout dans la gauche radicale. Je crois qu'il y a une partie de la classe politique qui n'a toujours pas digéré la guerre d'Algérie, qui n'a toujours pas libéré la lutte d'indépendance du peuple algérien. Et l'islamophobie, c'est une façon aussi de recycler. L'arabophobie, il y en a qui ne gênent pas pour le dire. Il y en a qui ne gênent pas pour l'assumer, à droite et puis aussi à gauche. Donc j'ai été refouillé par exemple un discours qui a été écrit en 1955 par Aimé Césaire, un discours sur le colonialisme, qui entre autres choses, entre autres conséquences de ce que signifie le colonialisme, à la fois sur les colonisés et sur les peuples qui sont dominés, disait que le colonialisme avait une conséquence aussi sur les colonisateurs. Et il disait la chose suivante: la colonisation travaille aussi à déciviliser le colonisateur lui-même, à l'abrutir au sens propre du terme, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis. En termes d'abrutissement, en termes d'instincts enfouis, en termes de dégradation,
je pense que ces derniers jours, on a eu le best-of. Le best-of de responsables politiques qui ont des instincts de colonisateurs. Et qui le savent ou qui ne le savent pas, l'assument au grand jour. Et c'est ça la nouveauté. Premier d'entre eux, M. Fillon, qui s'est cru, je cite, autorisé à dire que la France n'était pas coupable en parlant du colonialisme. Que la France n'était pas coupable d'avoir voulu, écoutez bien, partager sa culture au peuple d'Afrique et d'Asie. Sétif, en 1945, des dizaines de milliers de morts. Madagascar, en 1947, des dizaines de milliers de morts. La guerre d'Algérie, des dizaines de milliers de morts. Ça, ce serait partager la culture. Ça a été dit et ça a été retransmis par certaines grandes chaînes. En termes, je ne sais pas comment l'appeler, allez, on va dire, en termes de dégradation, on a une qui s'y connaît bien, je pense à Nadine Morano, qui a proposé de stopper, je cite, l'invasion massive arabo-musulmane. Et puis, en termes d'instinct enfoui et en termes d'abrutissement au sens propre du terme, pour reprendre les propos d'Aimé Césaire, on a évidemment le maire de Béziers, j'ose même plus dire son nom, qui s'est cru autorisé pour faire du buzz. Et bordel, qu'est-ce qu'il a fait comme buzz pour dire qu'être français, c'est être blanc et être catholique. Alors qu'en le même jour, les Échos titrent en une, et ça n'a rien à voir, faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle? Ma réponse est non. Par contre, est-ce qu'il faut avoir peur de la connerie politique quand elle est naturelle et spontanée? Ma réponse est oui, et on ferait bien de se vacciner contre tout ça. On a aujourd'hui, si on veut se sortir de ce tunnel-là, quelques perspectives à discuter. Et à les discuter en tant que telles. Parce que là, on est parti pour un grand gouffre qui va nous emmener jusqu'en 2017 sur la base de ce qui s'est passé uniquement cet été. Il y a des perspectives sociales, politiques et internationalistes à discuter. Notre camarade Philippe Poutou en parlera tout à l'heure dans une prise de parole à 4 heures dans ce stand. Mais les perspectives sociales, c'est quoi d'abord? C'est une perspective en tant que telle. C'est la meilleure réponse actuelle à l'ambiance sécuritaire, totalitaire et raciste qu'on est en train de subir. Ils ont voulu faire, depuis cet été, comme si c'était rien passé pendant 4 mois en France. Pendant 4 mois, on a manifesté, on a fait grève, on a occupé les places, on s'est mis debout. Et c'était bon de se mettre debout parce que ça fait des années qu'on ne l'avait pas fait. Et la bonne nouvelle, camarades, c'est qu'on va continuer à être debout dans quelques jours, à partir du 15, qu'on sera nombreux, qu'on ne lâchera pas. Qu'on ne lâchera pas sur la loi travail. Parce que, ouais, c'est passé, soit, mais c'est passé au 49.3 et on ne le dira jamais assez. Il y a des lois qui ont été votées dans ce pays, je dis bien votées, même pas au 49.3, comme le contrat de première embauche qui ont été défaits par la rue. Et ouais, on est dans un pays où la rue peut défaire ce que le gouvernement est en train de faire, sur la base d'une perspective de rapport de force, pas que des perspectives juridiques. Je dis ça parce qu'on a eu des meetings syndicaux pour nous expliquer qu'il y aurait des recours juridiques possibles sur la loi travail. Alors camarades, je vais être clair, si on a des brillants esprits dans les organisations syndicales qui ont trouvé la faille juridique pour casser la loi travail, alors c'est une bonne nouvelle. On veut avoir la peau de la loi travail par n'importe quel moyen. J'ai envie de dire à cette tête pensante que si la faille juridique existe par rapport à la loi travail, ça aurait été bien de nous le dire depuis 4 mois. On aurait évité de se claquer quelques journées de paye pour rien. À moins que la perspective juridique sur la loi travail soit là pour maquiller le fait qu'il ne faudrait pas entamer le bras de fer avec le gouvernement. Et là, ce sera un autre problème. On ne coupera pas au fait qu'il faudra faire reculer le gouvernement par le pouvoir de la rue, c'est-à-dire en s'y mettant ensemble. Et le gouvernement, à un moment donné, il a tremblé, il a bégayé. Quand les places étaient occupées, quand juste après les places occupées, on a eu l'euro qui arrivait, et qu'à un moment donné, bah, ils étaient tout cons. Parce qu'en effet, les cheminots faisaient grève, les électriciens faisaient grève, les dépôts pétroliers faisaient grève. Ça veut dire qu'on pouvait ne pas avoir d'euros, ou alors un euro sans train, sans métro, sans lumière, c'est-à-dire pas d'euros du tout. Là, ils ont eu peur, parce qu'ils ont vu ce que c'était de nouveau la force des travailleurs. Et bien ça, on n'y coupera pas. On ne coupera pas au mouvement d'ensemble, à cette grève générale qui nous permettrait de faire reculer le gouvernement et qui pour nous toujours d'activité. Il y a aussi la question de la perspective politique. Je vais le dire un peu brutalement, mais je préfère le dire comme ça.
Pour moi, la perspective politique, je sais que tout le monde en parle dans les travaux de la fête de l'UMA, c'est pas d'abord 2017 ou ça dépend comment on entend parler de 2017. Sans déconner, 2017, aujourd'hui, ça a un goût déjà vu. C'est du noir et blanc. On a l'impression, alors que ça n'a même pas eu lieu, que c'est un film en noir et blanc, un film différé. Alors qu'on a vécu une séquence en couleur contre la loi travail. Les mêmes têtes, les mêmes discours, les mêmes têtes cramées dont on ne veut plus, qui osent revendiquer la possibilité de se représenter encore. En Hollande, s'il lui restait un zeste de dignité, il commencerait par pas se représenter et arrêter de nous pomper l'air. Sarkozy, s'il pouvait dire qu'une seule de ses promesses, celle qu'il avait tenue, si je me fais bananer, j'arrête la politique. Bah arrête la politique, personne ne te regrettera. Les politiciens aujourd'hui qui se présentent, ils sont à la fois très loin de nous et très proches de nous. Pour ceux qui se souviennent de la blague de Coluche, il disait, vous savez, les politiciens, ils ont un point commun avec les timbres. Côté face, ils ont un sourire un peu figé, franchement désagréable. Par contre, si jamais vous leur passez la main dans le dos, alors ça colle, et ça colle méchamment. Et bien les politiciens, c'est exactement ça. Si vous leur passez la main dans le dos, ça colle, et ça colle méchamment. Alors faut arrêter de leur passer la main dans le dos. Qui c'est qui veut encore de Sarkozy? Qui c'est qui veut encore d'Hollande? Qui c'est qui veut encore de la famille Le Pen, qui est tellement loin de nous, tellement loin de nos préoccupations, qu'il n'y a qu'un seul avantage, la famille Le Pen, c'est que toute la classe politique travaille pour elle. Comme il y a cette surenchère islamophobe et raciste, elle n'a plus besoin de rien dire et elle s'autorise même quelques sorties démagogiques sur les questions sociales. Donc camarades, c'est pas compliqué, c'est pas des candidats à l'élection présidentielle qu'on a, c'est un carnet de timbre. Ni plus, ni moins. Et nous on vous propose autre chose, sans mauvais jeu de mots, c'est de s'affranchir de tout ça. Et s'affranchir de tout ça, c'est discuter un programme qu'on vous présentera à soi, mais c'est aussi assumer une autre forme de représentation politique. Alors nous, au NPA, on n'a pas la prétention de synthétiser toutes les forces anticapitalistes, c'est clair. Nous, au NPA, on fait des prises de parole à l'arrache, comme d'habitude, c'est-à-dire dans les pires des conditions, sans sono qui gueule sur l'allée, sans les moyens qu'il faudrait. Mais on a une volonté, c'est de parler à notre propre nom. Partout autour de nous, on n'a que des gens qui se plaignent, qui sont en colère, et qui continuent à donner leur suffrage à des gens qui vivent de la politique. Alors soit on rompt avec ça, et on assume le fait de se représenter nous-mêmes, soit on continue à aller contre le mur. Et nous, on n'a pas trouvé d'autre solution que de se représenter nous-mêmes. Et quand j'entends les procès qu'ils nous en fait, par exemple, le NPA, c'est une force qui est là pour témoigner. C'est une toute petite force qui sert à rien. Il présente des facteurs, des ouvriers de l'automobile, bref, des trucs pas crédibles. On n'est plus crédibles tous autant qu'on est que les Hollande, les Sarkozy et les Le Pen réunis. Parce que nous, au moins, on sait de quoi on parle quand on parle de nos vies quotidiennes. Et je vais être un peu brutal pour ma conclusion. Ça change de beaucoup responsables politiques, y compris au sein du mouvement ouvrier. Et c'est pour ça que la perspective qu'il va falloir réimposer dans le cadre de cette campagne militante, c'est aussi, et ma conclusion ce sera là où j'ai commencé, celui d'internationalisme. Pourquoi je parle de ça? Et je voudrais m'adresser à tous les militants et toutes les militantes de toutes les organisations. Parce que le drapeau rouge, c'est le drapeau de la révolution, mais c'est aussi le drapeau de l'internationalisme. Et il y en a qui ont payé de haute lutte le fait de dresser, de porter ce drapeau-là. Aujourd'hui, ce drapeau est piétiné par nos adversaires. Mais il y en a qui n'osent plus le porter. Il y en a qui ont la parole et qui n'osent plus l'assumer. Parce que ce qu'il y aurait en coupe, c'est quoi? Le patriotisme, les frontières, le nationalisme. Camarades, va falloir qu'on soit honnête entre nous. Le nationalisme de gauche n'existe pas ou c'est un poison. L'Union européenne telle qu'elle est, bien sûr, elle impose beaucoup de choses. Mais le gouvernement français, pour lui, c'est une soumission librement consentie. Il a autant de responsabilités que les armées technocrates de Bruxelles. Et oui, l'Union européenne, c'est un obstacle à l'émancipation, aux politiques contre l'austérité. Parfois même sa politique monétaire, c'est un obstacle à ça. Mais ce serait une raison pour réhabiliter nos exploiteurs nationaux? Non, sûrement pas. L'internationalisme, camarades, c'est deux choses. C'est faire la différence, quand on parle de national, de questions nationales, entre les pays qui oppriment et les pays qui sont opprimés. C'est une lapalissade ce que je dis. Mais visiblement, il y en a qui l'ont oublié. Oui, il y a une question nationale palestinienne, kurde, il y en a beaucoup d'autres dans le monde.
parce que ce sont des pays dominés. En France, on est dans un pays qui opprime. Il suffit de voir ce qui se passe en France-Afrique, il suffit de voir ce qui se passe au Gabon. La France, c'est le seul pays au monde qui s'autorise à faire une guerre impérialiste quasiment tous les 2 ans sur le continent africain depuis la décolonisation. Alors arrêtons de donner des leçons à tout le monde. C'est ça aussi, l'anti-impérialisme. Et l'internationalisme enfin, c'est aux camarades, parce que les petites vannes, ça fuse en ce moment. Il paraît que le fait d'être internationaliste, je vais le dire brutalement parce que je sais décrypter ce qu'on nous dit. Ce serait en gros un truc de bobo. Ce serait une option intellectuelle. Ce serait un supplément d'âme qu'on ne peut pas se permettre à l'urgence. Alors je vais vous dire quelque chose. L'internationalisme, c'est tout sauf un supplément d'âme. On ne peut pas comprendre ce qui se passe dans la situation française si on n'est pas internationaliste. On ne peut pas comprendre ce qui se passe pour les migrants, pour les réfugiés, si on n'est pas internationaliste. On ne peut pas comprendre ce qui se passe à Calais si on n'est pas internationaliste. Et Calais n'est pas une jungle, c'est un mot infâme. Calais n'est que la conséquence de la politique menée dans le monde par les plus grandes puissances en termes de guerre, de misère, d'exploitation. Et pour être tout à fait honnête, et je voudrais m'adresser aux militants communistes notamment, je crois que quand on parle d'internationalisme, on doit mériter mieux qu'un débat pour savoir qui, de Jean-Luc Mélenchon, d'Arnaud Montebourg, incarne le mieux le Made in France. La solution, c'est pas le Made in France. La solution, camarades, c'est l'ouverture des frontières. La solution, camarades, c'est la liberté de circulation. La solution, camarades, c'est la liberté d'installation. Et personne, je le dis bien, et je vais le dire suffisamment fort pour qu'un stand qui se trouve à quelques mètres de là l'entende, personne n'est autorisé à pouvoir dire à un réfugié ou à un migrant « tu peux partir, tu as le droit de partir ou pas ». Quand on fuit la misère, on fuit la misère et on a le soir ce droit de personne. C'est pour ça que l'internationalisme, c'est comprendre que la seule frontière qui existe, c'est celle qu'on pose les exploiteurs aux exploités et aucune autre frontière. Donc le combat continue et il y a eu des batailles qui nous attendent notamment entre toutes les autres qui ont été citées. Ces 2 initiatives concrètes, je parlais de Calais tout à l'heure, il y aura une manifestation, on va passer le fac tout à l'heure, qui aura lieu le 1er octobre prochain. On ira de Paris à Calais pour manifester notre solidarité. Et il y a une autre initiative, je le dis en présence des camarades, si on veut arrêter 30 secondes d'hypocrisie, vous savez, en France, vu de France, il y a les gentils Kurdes et les méchants Kurdes. Les gentils Kurdes, c'est ceux qui travaillent gentiment avec les Américains. C'est ceux qui sont les amis de Bernard-Henri Lévy. Et en général, ça va de pair. Qui sera autorisé à dire ces Kurdes-là sont le rempart de la civilisation. Et puis il y a les méchants Kurdes, ceux qui sont sur le terrain en général. Et qui appartiennent à une organisation qui, à l'heure où je vous parle, est toujours classée parmi les organisations terroristes, c'est-à-dire le PKK. Le PKK est classé organisation terroriste parce que le Conseil européen, tous les 6 mois, la reclasse comme organisation terroriste. Le Conseil, ça rejoint ce que je discutais tout à l'heure sur l'Europe, le Conseil européen, ce sont des responsables gouvernementaux qui donnent leur aval pour le faire. Autrement dit, si le gouvernement français décidait de dire le PKK n'est pas une organisation terroriste, bien sûr ça aurait une incidence. Sauf que l'Union européenne, le gouvernement français inclus, ils jouent l'hypocrisie habituelle avec le gouvernement Erdogan. Alors cette bataille-là, pour faire en sorte que le PKK ne soit plus inscrit comme une organisation terroriste, ça fera aussi partie des batailles de la rentrée. Chers amis, chers camarades, je vous remercie.